400 jours, c'est le temps qu'il faut pour finir The Longing. 9600 longues heures d'un jeu austère et excessivement lent. Je prends pas vraiment de risque à dire que c'est probablement le jeu le plus lent du monde. Et face à ce constat, certaines personnes ont voulu aller plus vite. Beaucoup plus vite. Et c'est comme ça qu'est né l'un des challenges les plus absurdes de l'histoire du jeu vidéo. Un speedrun de The Longing. Mais avant de commencer à en parler, c'est quoi The Longing ? Eh bien, ce jeu, vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce que j'ai déjà sorti une vidéo sur le sujet qui a oh putain de merde, quand même. Donc c'est pas impossible que vous ayez au moins vu ce petit personnage une fois. Mais pour ceux pour qui ça ne dit rien, un petit résumé du jeu s'impose. The Longing commence dans une caverne, bien au-delà de toute lumière naturelle, avec un roi qui nous explique notre sort. Il nous a invoqué dont le seul et unique but de le réveiller après son sommeil, qui durera 400 jours. 400 réels jours. Et c'est ce timer, en haut de l'écran, qui va nous rappeler combien de temps il nous reste encore à jouer. Et The Longing a une manière assez particulière de définir le mot « jouer ». En fait, le but du jeu va être de se balader et d'explorer cette caverne à une vitesse absurdement lente. Et non seulement le personnage est lent, mais les endroits qui vont nous barrer la route le sont encore plus. Si la première porte du jeu qui permet d'accéder à la caverne met plus de 2 minutes à s'ouvrir, elle permettra d'accéder à de nouveaux obstacles qui mettront 2 heures, 1 jour, une semaine et 1 mois à se débloquer pour qu'on continue à se balader dans la caverne. Bref, vous l'aurez compris, The Longing est un jeu sur l'attente. Mais un réel jeu sur l'attente. En fait, le temps n'est pas absolu et peut être accéléré, en décorant notre maison avec ce qu'on trouve dans la grotte, ou en se distrayant, par exemple en dessinant incroyablement lentement, en jouant de la musique ou en lisant des livres stupidement longs, on peut faire passer le temps plus rapidement. En gros, rendre l'attente plus acceptable. Ça nous permet d'outrepasser les semaines de patience que le jeu nous demande d'avoir, et de les transformer en jours, voire en heures d'attente pour aller plus loin dans le jeu. Je vais pas ici m'étendre plus sur l'entièreté du gameplay, parce que c'est pas le sujet, et parce que si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo de 50 minutes racontant mon périple dans le jeu. Un périple qui s'est tout de même étendu sur plus de 2 réelles semaines, avec de nombreux moments où je ne pouvais pas jouer, attendant que le temps m'amène enfin à un objectif intéressant. Alors, si le jeu nous force à être lent et surtout attendre, comment on fait pour le speedrun, et est-ce que c'est intéressant ? Eh bah déjà oui, c'est intéressant sur quelques points, mais surtout, on peut speedrun le jeu incroyablement rapidement. En tout cas, par rapport à comment le jeu est, c'est incroyablement rapide. En fait, il faut se rendre compte que quand on joue au jeu la première fois, on n'a aucune idée de ce qu'on peut faire, et encore moins qu'on peut finir le jeu avant que le timer arrive à son terme. Donc on déambule plusieurs heures dans la caverne, qui est en réalité faite pour qu'on y trouve des objets pour décorer notre maison, ce qui nous aidera à patienter plus rapidement. Mais si on sait ce qu'on fait, le jeu est vraiment pas si long à finir. Et justement, avant de lancer le speedrun, il va falloir que je vous explique de quelle manière on va finir le jeu. Parce que The Longing dispose de 4 fins différentes. Celle où on sort de la caverne pour vivre notre vie, celle où on devient le souverain d'un royaume imaginaire, c'est pas une blague, celle où on se suicide, et bien évidemment celle où on attend la fin des 400 jours. Chacune de ces fins est une catégorie de speedrun. La plus lente est évidemment celle où on attend la fin du timer, et la plus courte est celle où on se suicide. Et c'est justement celle-là qui va m'intéresser, parce que c'est celle qui rassemble tous les points et les mécaniques importantes du speedrun, sans pour autant que ça dure trop longtemps. Donc le but du jeu est simple, et cette phrase s'applique uniquement pour le jeu. Se suicider le plus rapidement possible. Pour ça, il faut outrepasser tous les obstacles qui nous mènent à la falaise pour en finir Denethor style. Et pour être le plus rapide, eh bien il faut connaître le chemin optimal, et c'est justement ce dont on va parler. Le premier objectif à accomplir, et le plus simple, c'est d'ouvrir la toute première porte. Ça prend 2 bonnes minutes, et pour celle-là, pas le choix, il faut attendre. Après l'avoir passé, on va rush le plus vite possible vers la seconde porte, qui, elle, met 2 heures pour s'ouvrir, et va nous débloquer le chemin vers la falaise. Bon. Ça pose problème, parce qu'on va pas attendre 2 heures sans rien faire. Alors, il va falloir accélérer le temps. Pour ça, on a 2 choses à notre disposition, les livres et l'instrument de musique. Alors, on choisit quoi ? Eh bien c'est là qu'on va arriver dans toute la stupidité de ce speedrun. D'un côté, les livres permettent de passer le temps à chaque fois qu'on tourne une page de l'un d'entre eux. C'est cool et très largement suffisant pour nos 2 heures d'attente. Une page permet de supprimer environ 10 minutes sur le timer, et un des livres fait plus de 1200 pages. Donc ça va. De l'autre, on a l'instrument de musique, qui permet de réduire aussi de 10 minutes le temps d'attente, pourvu qu'on joue la bonne séquence de notes. Donc au final, c'est kiff-kiff.
Sauf qu'en fait, absolument pas. Parce qu'en fait, l'instrument de musique se situe plus proche de la sortie de la chambre que la bibliothèque. Et si la distance entre les deux paraît ridicule, eh bien c'est quand même 20 secondes d'aller-retour de gagner, parce que notre personnage se déplace ultra lentement. Ce qui est pas mal, donc il est plus intéressant d'utiliser l'instrument de musique plutôt que le livre, juste parce que la distance entre les deux n'est pas négligeable. Sauf que choisir l'instrument de musique, ça pose un autre problème. Au début du jeu, il est en morceaux, et il faut chercher ces 3 parties dispersées un peu partout dans la grotte. Ça paraît donc être une perte de temps gigantesque d'aller les chercher, sauf qu'encore une fois, pas vraiment. Parce que dans la suite du speedrun, vous le verrez, on aura forcément besoin de l'instrument. Donc il va falloir un moment ou un autre choper ces 3 parties d'instrument, alors utilisons ce moment précis où de toute façon, on doit attendre. Après avoir récupéré ces morceaux et avoir joué de l'instrument une bonne dizaine de fois pour que la porte soit ouverte, on peut avancer dans la partie haute de la caverne pour atteindre déjà notre avant-dernier obstacle, l'araignée. C'est elle qui va nous tisser une toile nous permettant d'accéder aux plus hauts endroits de la caverne et à la falaise. Ces endroits dans lesquels on va pouvoir accéder seront bloqués par des rochers qu'il va falloir creuser avec une pioche. Donc, en attendant que l'araignée fasse son taf, il va falloir la récupérer. Pour ça, c'est simple. On accède à l'endroit où est la pioche, on s'assied au-dessus d'un pylône en bois un peu trop fragile, et on attend. Ouais, c'est ça le speedrun pendant plusieurs minutes. De l'AFK, pur. Vraiment, il se passe rien du tout. Bref, une fois le chemin effondré, on récupère la pioche et on rentre à la maison pour attendre plus vite que l'araignée tisse sa toile. Attente qui prend 1 jour et 10 heures. Donc évidemment, c'est ici qu'on va lire tous les livres pour faire descendre au maximum le timer. Sauf que le temps d'attente, il est long. Il est vraiment très long. Et malgré les 1400 pages à notre disposition, ça n'est pas suffisant et pas moyen de relire un livre pour attendre plus vite. Donc, il va falloir finir cette attente avec l'instrument de musique, heureusement qu'on a pris les pièges juste avant, pour enfin avoir la possibilité de grimper sur la toile d'araignée. À partir de là, on en est au dernier obstacle, la butte. Déjà, elle est bloquée par des rochers, donc il va falloir les excaver à cette vitesse. Non vraiment, je vous assure, c'est toujours un speedrun. Mais surtout, il va falloir réussir à gravir cette butte. Pour ça, et putain, la solution est vraiment stupide, j'ai passé 10 heures à essayer de comprendre comment ça fonctionne, il va falloir planter un champignon violet et un champignon vert qui sont pas trop loin dans la caverne. Revenir à la maison pour jouer de l'instrument en attendant les 10 heures qu'ils mettront à pousser, refaire tout le chemin pour voir que tout ça s'est transformé en un champignon géant, le gravir pour passer le dernier obstacle, avancer tout droit jusqu'à se retrouver devant la falaise et finir le jeu et le speedrun en se suicidant. Voilà comment avoir le record du monde de cette catégorie. Alors, certes, c'est quelques informations à retenir, un passing à faire, mais ça va, c'est pas la mer à boire non plus. Ouais, c'est ça, de ouf, ouais. Ouais. Me disant la même chose, je commence ma première run. Après avoir atteint la 2e porte et chopé tous les morceaux de l'instrument de musique, je rentre à la maison pour en jouer. Sauf que quand j'essaye d'en jouer grâce au clic de ma souris, il ne se passe rien. Le timer ne bouge pas. Et c'est là que je me rends compte que c'est pas si simple de jouer de l'instrument. C'est pas juste on clique et fin de l'histoire. Non, il y a un pattern à comprendre. L'idée est que l'instrument de musique joue des notes différentes dépendant du quart d'écran dans lequel on clique. Si ma souris est tout en haut, la note sera la plus aiguë, et si elle est tout en bas, elle sera la plus grave. Simple sur le papier, mais maintenant, quel est le bon pattern à utiliser? Eh bien, le bon pattern, c'est en jouant les 4 notes de la plus aiguë à la plus grave. Donc, 4 clics dans 4 régions de l'écran. En gros, un truc super facilement automatisable. Et vu que c'est pas interdit d'utiliser des programmes externes selon les règles du speedrun, eh bien, essayons de rendre ça plus rapide. Pour ça, j'utilise un autoclicker trouvé sur internet. Cet autoclicker me permet de record mes inputs, de les accélérer et de les appliquer sur une macro pour qu'en un seul bouton, tout se fasse. Sauf que ça marche pas. En fait, le jeu apprécie pas vraiment les clics trop rapides, donc il va falloir être plus ingénieux que ça. Et c'est là que je me rends compte que le record du monde utilise une manette pour jouer au jeu, et que lui a des inputs très précis à ce moment-là. Ils sont rapides, et le jeu les enregistre bien comme il faut. Un input à droite, un input en bas, un input à gauche. Et ça marche. Donc je branche une manette, je tente la même chose, sauf que pour moi, ça marche pas. Et en même temps, ça me paraissait un peu bizarre, faut dire. Normalement, faut jouer 4 notes, et j'appuie que sur 3 boutons. Donc il y a forcément un problème. Et en regardant le record du monde de plus près, je me rends compte qu'il y a un 4e input, quasiment invisible, qui utilise le stick de la manette. Et c'est là que ça devient smart.
En fait, ce mouvement de stick va jouer la note de la souris. Donc dépendant d'où je place ma souris sur l'écran, la note jouée, lorsque je touche le stick, sera différente. L'idée va être donc de placer la souris sur un quart d'écran bien précis, adapter la séquence de boutons sur ma manette en fonction d'où est ma souris, et avec ça, gagner du temps pour chacun des très nombreux moments où je jouerai cet instrument. Voilà, ceci étant compris, je vais faire quelque chose que le record du monde ne fait pas, automatiser tout ça. Grâce à un petit programme, je peux setup ma manette pour jouer cette séquence de mouvement sur un seul bouton, et avec ça, eh bien, je peux battre le record du monde sur cet endroit précis. Et en regardant de plus près, je me rends compte que le record du monde a lui-même optimisé un endroit, celui où on tourne les pages du livre. Ça se voit très clairement qu'il utilise un autoclicker, alors je prévois de faire la même chose pour matcher sa vitesse à cet endroit. Et maintenant que c'est fait, eh bien, je peux me lancer sur une seconde run qui se passe plutôt très bien. J'arrive à suivre le trajet prévu sans me tromper d'endroit, les séquences avec un instrument de musique marchent sans accroc, pareil pour l'autoclicker sur le livre. Franchement, je suis en bonne passe pour un très bon temps. Et alors que je suis en route pour passer le dernier obstacle du speedrun et enregistrer un temps dont je serais fier, je me rends compte que les champignons que j'avais savamment placés n'ont pas poussé. Alors, c'est dommage, parce que ça fout l'entièreté de la run à la poubelle, mais surtout, je comprends pas vraiment pourquoi. J'ai bien respecté tous les timers que j'avais vu être appliqués sur le record du monde, et j'ai placé les champignons dans le bon ordre et au bon endroit. Bref, je suis un peu perdu. Et en me rendant sur le wiki, je me rends compte en fait que la poussée des champignons est aléatoire. Donc ça peut varier de 10 petites heures à 16, sans absolument rien pour le signaler, et vu que le trajet prend bien 15 minutes, vous inquiétez pas que je vais pas vérifier ça à la main. Donc, trop cool! De l'aléatoire dans un speedrun! Ça montre déjà que le record du monde a eu une chatte monstrueuse, mais surtout qu'il va falloir que je prévoie un peu plus large que prévu à cet endroit, donc jouer plus longtemps de l'instrument de musique. Alors je vais pour redémarrer la run, sauf que je me rends compte de quelque chose de très embêtant. Je suis en retard sur le record du monde. Au même endroit, il est là 10 minutes avant moi. Et 10 minutes, c'est vraiment beaucoup dans un jeu où le but c'est uniquement de marcher et d'utiliser les autoclickers. Je viens d'avoir fait quelques petites erreurs de placement, mais au maximum, je devrais perdre 1 minute, pas 10. Alors, je suis surpris. Comment est-ce qu'il fait pour aller aussi vite ? Donc je décide de relancer une run en même temps que lui pour comprendre d'où vient le problème. Sur mon premier écran, j'ai mon jeu et sur mon deuxième écran, j'ai la vidéo. Et dès la première salle, le problème est déjà là. Le record du monde marche plus vite que moi. Alors, juste comme ça, c'est pas possible. Je peux pas marcher plus vite dans le jeu, c'est littéralement le but que ce soit lent. Alors, est-ce que ça veut dire que le record du monde triche ? Est-ce que la vidéo a un tournant incroyable où je vais débunk un record du monde vieux d'1 an ? Est-ce que la marche de son personnage est accélérée ? Oui. Enfin, presque. En fait, depuis le début du jeu, il y a une différence fondamentale dans notre manière de marcher. Il utilise la manette, et moi j'utilise la marche automatique. Si lui dirige constamment son personnage, moi je double-clique à un endroit et mon personnage y va. Je le faisais parce que ça optimisait mes mouvements et ça évitait les erreurs dans les demi-tours qui sont incroyablement lents et pas très précis. Sauf qu'au final, eh bien la marche automatique du jeu est plus lente que simplement jouer au jeu avec une manette. C'est dingue et je comprends vraiment pas pourquoi c'est le cas, mais la différence est vraiment très flagrante, jusqu'au point de me faire mettre 10 minutes dans la gueule par un mec qui marche. Et alors que ce speedrun avait l'intérêt sympathique de me laisser faire autre chose pendant que mon personnage marchait tout seul, eh bien, il vient de devenir incroyablement plus chiant parce que maintenant je vais devoir constamment dire à mon personnage où aller dans des moments de gameplay qui durent 15 minutes et qui ressemblent à ça. Et tout ça sans éteindre son cerveau et rater la porte ou s'embrouiller dans les petits mouvements, ce qui demande d'être hyper précis. Bref, ça transforme un speedrun plutôt sympa en un sacré petit enfer. Alors 4ème run, cette fois-ci avec la manette, et en plein milieu de ma tentative, je me softlock à un endroit à la con. Donc, eh bien encore une run à mettre à la poubelle. Et on arrive à la 5ème run, où cette fois-ci, tout se passe bien. Je gère mieux les micro-déplacements, je me trompe rapidement de chemin dans la run sans grandes conséquences, je passe tous les obstacles un par un, je gère sans problème les séquences avec les instruments de musique et le livre, et je finis enfin par un suicide, pour finir le jeu avec un temps de seulement 1 heure, 46 minutes et 14 secondes. Ce qui fait de moi, le 2e meilleur speedrunner de cette catégorie au monde. Sur
5. Ouais, parce que je l'ai pas dit, mais le jeu est pas vraiment speedrun, et ça se comprend. Ça n'empêche que le record du monde est surprenamment très optimisé, parce qu'il me met quasiment 5 minutes dans la gueule, alors que j'ai sincèrement pas été horrible sur ma run. Cependant, quand on voit que ce mec détient tous les autres records du monde de toutes les autres catégories, je pense que ça veut dire qu'il est pas mauvais. Alors, voilà la réponse. Dans un jeu qui se termine en 9600 heures, le record du monde n'utilise que 0,02% de ce temps. Et même s'il est optimisé, il est encore largement battable, et de plus d'1 minute selon son auteur. Alors est-ce que je vous conseille d'essayer de battre le record du monde ? Eh bien si vous avez du temps, pourquoi pas. C'est un speedrun très facile à faire, et il vous laissera quand même un peu de temps libre. Parce que même en essayant de tout faire pour le finir le plus vite possible, on finit quand même, souvent, par attendre. Parce que c'est à ma connaissance le seul speedrun où le personnage principal est contre votre volonté. Vous courez après le temps, et lui prend son temps.